Bonjour et merci finalement de nous recevoir chez vous pour ce dernier numéro de l'année 2017. Dans quelques 48 heures, ce sera fini pour cette année. Et donc, occasion de revisiter les événements, les grands événements ayant marqué cette année 2017 qui prend fin, qui s'achève bientôt. Et pour en discuter, je reçois pour vous Maître Sylvain Atomessan, il est avocat à la Cour inscrit donc à la CPI, mais aussi les présidents d'une organisation de la société civile qui s'appelle SICA. J'entends par là cette initiative citoyenne pour le challenge et le changement en Afrique. Mais je voudrais qu'on passe rapidement de votre nouvelle association. Le cercle d'initiative citoyenne pour le challenge et le changement en Afrique est une organisation de la société civile qui a été créée en 2014 et qui c'est une association à but non lucratif, apolitique, qui a pour objectif principal de favoriser le changement et le progrès du citoyen de la société, par le biais de la réflexion et des échanges sur toutes les questions sociétales. Le cercle regroupe un certain nombre d'intellectuels, philosophes, juristes, économistes et de tous bords qui réfléchissent à l'évolution et au progrès du Togo et de l'Afrique, conçoivent des idées qu'il met à la disposition des gouvernants et des gouvernés. C'est une association qui a 4 axes de fonctionnement: la bonne gouvernance et les droits de l'homme, le leadership féminin et l'émergence de la jeunesse, l'identité africaine et enfin l'autonomie et la croissance de l'Afrique par un développement endogène. Donc c'est une association panafricaine, c'est ça? C'est une association qui est panafricaine. Elle a 2 sections. Une qui est au Bénin, qui a été créée depuis 2017 au Bénin, et une section européenne qui est installée en France, qui a été créée en septembre 2017 en France. Et les prochaines sessions seront installées en Centrafrique, en Guinée, au Niger et en Côte d'Ivoire. Oui, c'est une initiative privée de la part des citoyens qui volontairement veulent mettre au profit de leur pays, de leur société, leur pensée pour un changement. Oui, effectivement, c'est un cercle d'Africains qui se sont rencontrés en fait à Caux, dans une ville en Suisse où ont lieu souvent les accords de paix, et qui a pour initiative de développer l'esprit de paix, l'esprit de progrès, l'esprit de fraternité entre les peuples. Et donc les Africains qui se sont retrouvés à cette réunion, eh bien, dont moi aussi, avaient décidé de créer le cercle. Lorsque nous sommes rentrés en Afrique, nous n'avons pas pu continuer la synergie, mais moi j'ai continué, j'ai réussi à réunir des Togolais, des Béninois et quelques Nigériens et Burkinabés pour créer le cercle. Et maintenant, nous sommes en train de nous développer en Afrique. De paix, de dialogue, de démocratie participative, de développement de l'Afrique, de la vraie souveraineté africaine, souveraineté économique, souveraineté politique, souveraineté sécuritaire, de la vraie indépendance de l'Afrique. Nous réfléchissons là-dessus parce que les gens sont en train de décréter la croissance pour l'Afrique sans que les Africains eux-mêmes sachent qu'ils constituent le prochain pôle de croissance dans le monde, et ils se laissent encore diriger par des étrangers qui viennent prendre nos terres, qui viennent prendre nos ressources, alors que nous avons suffisamment de ressources humaines pour développer tout cela et nous développer l'Afrique. Parce que si nous avions des programmes, des stratégies de développement endogène de progrès, nous n'aurons pas besoin, nos fils n'auront pas besoin d'aller s'exiler en Libye, d'aller s'exiler en Europe, parce que nous avons suffisamment de moyens pour développer nos pays. Il faut maintenant que les classes dirigeantes prennent conscience de ce que l'Afrique a beaucoup de potentialités, notamment sa jeunesse, qu'il faut sécuriser, qu'il faut conscientiser, il faut rassurer pour lui donner les moyens de se développer. L'Afrique peut se développer sans problème. C'est ça. Merci Maître pour cette introduction portant justement sur votre cercle d'initiative citoyenne pour le challenge et le changement en Afrique, en abrégé SICA. Alors, notre thème de discussion principal, c'est le fait marquant de 2017 qui s'achève dans quelques 48 heures. Mais si on vous demandait quel est le fait le plus marquant qui vous a touché depuis janvier jusqu'à ces derniers jours de décembre, aussi bien chez nous au Togo, en Afrique et dans le monde, quels sont ces faits phares qui vous ont marqué? Au Togo, c'est la reprise des revendications sociopolitiques en août 2017. En Europe, c'est l'élection d'Emmanuel Macron, au Togo, un jeune président qui a fait tomber
tous les clivages politiques pour se faire élire, et également les contradictions de Donald Trump sur la scène internationale qui va, qui revient, qui est en train de chambouler le monde, avec en face un Boris Eltsine, un Poutine qui joue les maîtres du monde et qui devient le nouveau tsar de l'Afrique, enfin du monde. Et enfin, il faut également noter l'élection il y a 2 jours de Mr. George au Libéria, qui constitue également un fait majeur, qui prouve que si l'on veut, on n'a pas forcément besoin d'aller dans les écoles universitaires, dans les grandes écoles universitaires, pour avoir la confiance de son peuple. C'est cela. Alors on va reprendre ces événements un à un, le temps de les décrypter, de les analyser à fond pour comprendre cela à nos téléspectateurs. On va commencer justement par chez nous, au Togo, avec cette crise née le 19 août dernier avec le soulèvement populaire qu'on a constaté dans les villes du Togo, dans ces localités, ça et là. Alors dites-moi, maître, est-ce qu'on peut prévoir ces événements, ce qui s'est passé le 19 août? Est-ce que vous l'avez vu venir, vous, en tant qu'analyste observateur de la vie politique togolaise? Moi, je l'ai vu venir parce que j'avais estimé qu'après les élections de 2015, une sorte de léthargie s'est instaurée dans notre pays, une chape de plomb qui fait que nous sommes rentrés dans un unanimisme de pensée et de fonctionnement qui ne pouvait pas durer parce que derrière le vernis de développement d'un certain nombre de progrès, d'activités, d'actions du gouvernement que l'on ne peut pas nier, outre mesure, parce qu'il y a des choses qui ont été faites. Mais derrière le vernis de cela, il y avait quand même un certain nombre de ressentis, de frustrations et de difficultés que le gouvernement n'arrivait pas à juguler. Et le chef de l'État l'a d'ailleurs reconnu en considérant que c'est une minorité du peuple qui détient le pouvoir d'achat dans notre pays. Et cela, malgré les programmes de développement qui étaient lancés, malgré un certain nombre d'initiatives qui étaient prises, elle n'était pas suffisamment soutenue et elle ne portait pas sur l'intérêt, elle n'allait pas dans les recoins reculés de notre pays. Ça ne se ressentait pas dans la vie quotidienne des gens. Et cela, ça a commencé. Allez-y. Non, ça a commencé par créer une situation de frustration qui, à terme, pourrait amener la situation de révolte sociale auquel on peut s'attendre. Maintenant, à laquelle on peut s'attendre. Maintenant, il faut également reconnaître que les élections de 2015 ont achevé le circuit d'une certaine classe politique de notre pays, où des gens ont atteint un certain niveau de renoncement, de compromis, parfois de compromission, qui fait que nous étions dans un unanimisme qui ne collait pas avec la réalité sociale de notre pays. C'est ça. Donc tout cela a présagé ce à quoi on assiste maintenant. Oui, effectivement. Est-ce que ça veut dire que donc jusque-là, notre démocratie, notre processus démocratique a un goût d'inachevé? Parce que 27 ans après... mais en fait, il faut dire que la démocratie n'est jamais un processus achevé ni parfait. On continue même par dénoncer des élections aux États-Unis. Vous avez vu ce qui s'est passé en Alabama. Le républicain a mis du temps pour accepter sa défaite. Il y a encore un certain nombre d'éléments qu'il faut faire entrer dans le système démocratique de nos pays. Parce que vous savez que depuis 1990, il y a eu beaucoup de réticences. Et les pouvoirs monopartisans qui avaient régenté nos pays depuis les premiers coups d'État de 1963 se sont enracinés. Il a été difficile de les démanteler. Et même les pouvoirs qui ont pris la suite n'ont fait que perpétuer un système sous le vernis de la démocratie. En fait, il y avait des élections régulières, tous les 5 ans, tous les 6 ans, tous les 7 ans. Mais fondamentalement, le citoyen ne se sentait pas dans une sorte de liberté totale d'initiative qui lui permettait de se développer. On organisait des élections de façon permanente dans tous les pays, mais pour la plupart, il y avait toujours des appels à la fraude, des cris de fraude, il y avait toujours des revendications, des protestations de la classe politique opposante, ce qui fait que notre démocratie, et par ailleurs celle dans beaucoup de pays,
est toujours en construction. C'est ça, forcément. C'est évident. Et il ne faut pas également perdre de vue que la démocratie, telle que nous la pratiquons aujourd'hui, même si elle a des standards universels, c'est une importation occidentale qu'il faut adapter à nos sociétés. C'est ça. Alors, le problème, c'est qu'il y a eu quelques changements au niveau de l'arène politique. Pendant longtemps, c'était l'opposition classique qu'on connaissait, incarnée par l'UFC de l'époque, et puis après par l'ANC, CDP et autres. Et puis, le 19 août, il y a eu le PNP. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il a sonné le glas des anciens partis politiques classiques que nous connaissons? Oui, en fait, je l'avais dit en 2016, dans une des émissions, dans un de ces passages, pour dire qu'il faut remplacer le personnel politique de notre pays. Il faut qu'une nouvelle classe politique, moins compromise, moins vraiment fatiguée, prenne le pas et aborde la question de la démocratie dans un esprit de dialogue franc, mais de dialogue sans compromission, pour obtenir les vraies réformes dans nos pays. Parce que sans démocratie réelle, sans une gouvernance appliquée dans les formes, dans les standards internationaux, la croissance que l'on est en train de nous, dont on est en train de nous affubler, ne marchera jamais, parce que nous ferons toujours 2 pas en avant et 3 pas en arrière, parce que les structures ne sont pas mises en place. Lorsque nous n'avons pas dans nos familles, dans nos sociétés, dans nos structures même les plus civiles, un système de démocratie qui permette aux gens de s'exprimer, de donner leur point de vue, de donner leur opinion. Il y a toujours quelqu'un qui est dans un coin, qui peut se prendre pour le chef, le patron, le seigneur, qui peut se remplir les poches, qui s'accaparer un certain nombre de choses. Or, pour nous développer, il faut maîtriser la propriété, il faut maîtriser les questions de gouvernance, il faut également maîtriser la séparation des pouvoirs pour que même le député du peuple ne soit pas le député forcément d'un parti politique, mais le député du peuple qui puisse intervenir et voter pour l'intérêt supérieur du peuple. C'est ça. Et lorsque ça ne va pas, le député a l'occasion, a le droit de prendre l'initiative de s'opposer. Donc lorsqu'on n'aura pas consolidé et donné des bases, excusez-moi, civilisées à cette façon de faire, nous avons beau construire des routes, construire des ponts, créer un certain nombre de choses, le fonctionnement même des structures de base de nos pays ne pourra pas répondre à ces critères-là que nous appelons de tout le monde. C'est ça. Mais à la réflexion, quand on prenait 90 à aujourd'hui, alors à qui incombe la responsabilité si jusque-là, le constitue une petite île au sein de la sous-région africaine à ne pas avoir connu l'alternance politique? La question de l'alternance, je ne la pose pas moi en termes de personnes. Je la pose en termes de système, en termes de mode de gouvernance. Si le chef de l'État en place a instauré un mode de gouvernance qui se distingue, parce que lui-même il a dit lorsqu'il est venu au pouvoir, mon père c'était mon père, moi c'est moi. Donc s'il institue un système de gouvernance qui permet de changer le personnel politique, de ne pas voir les mêmes personnes, de changer, de les déplacer d'une société à une autre, d'un poste ministériel à un autre, et d'insuffler de nouvelles personnes, parce que lorsque on est chef d'État, on doit essayer de rassembler autour de lui, même au-delà de sa famille politique. Donc je pense que la question de l'alternance se pose parce qu'il y a eu des freins, des obstacles au développement, à l'ouverture politique, à l'unité nationale, au vouloir vivre ensemble. Lorsqu'on essaiera de s'arrêter, de considérer l'origine ethnique de celui que vous allez nommer à un poste, ou l'origine de l'appartenance politique, de sa participation au militantisme du parti au pouvoir, lorsqu'on aura arrêté, on considérera que celui-ci est capable de représenter le Togo dans un... De toute façon, lorsque vous acceptez d'être nommé, même si vous n'êtes pas d'un parti politique, mais vous acceptez une nomination,
Vous acceptez de représenter le peuple et vous n'avez pas le droit d'aller trahir ce pays. C'est ça. À partir de ce moment où on ne vous regarde pas par rapport à votre positionnement politique, à votre couleur politique, à votre origine, à votre ethnie, je crois que un certain nombre de choses auraient pu faire. Il faut être ami de certaines personnes pour émerger, pour obtenir un certain nombre de choses dans notre pays ou dans d'autres pays. Quand vous dites que le Togo est un îlot, c'est vrai, mais nous n'avons pas que le Togo, nous avons la Guinée qui fonctionne de la même manière. Nous avons d'autres pays, mais c'est vrai que chez nous, c'est assez parlant parce que le fils a succédé au père. La seule façon de créer la rupture, c'est de changer le mode de fonctionnement du gouvernement, de la gouvernance de notre pays. De faire en sorte que les programmes de développement promis puissent se ressentir dans les hameaux les plus reculés. Qu'on ne crée pas des îlots de progrès, de croissance ici et de l'autre côté, qui est des bidonvilles. Que des gens soient dans des châteaux qui coûtent 1 milliard, 800 millions, et que d'autres, et la majorité, vivent dans des clés, dans des petits hameaux, dans des petites maisons où ils ont du mal même à payer les loyers. Donc il fallait créer une classe intermédiaire qui pourrait soutenir la majorité qui n'a pas les moyens. Nous avons aujourd'hui une division sociale qui fait que des gens qui sont haut placés ont assez de moyens, ils peuvent rester chez eux pendant une semaine et gagner leur vie, alors que d'autres se lèvent tous les matins et ne peuvent même pas gagner leur vie. La classe moyenne a disparu. Hein. La classe moyenne s'est sclérosée. Elle s'est laissée envahir par la classe majoritaire qui est pauvre. Et souvent, lorsque vous avez dans votre famille des gens, beaucoup de gens pauvres, le peu de moyens que vous avez, vous êtes obligé de l'utiliser, de les partager pour eux. Et à partir de ce moment, vous vous appauvrissez. Monsieur Wilson, pour les fêtes de fin d'année, vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas imaginer combien de gens, mes petits moyens, ont permis de nourrir. C'est ça. Et donc, moi, je me suis appauvri en faisant ça. Au profit des autres, oui. Solidarité africaine oblige. oblige. Je dois le faire, sinon on va te crier, on va t'amener au village, on va dire ci et ça, mais tu es obligé de faire un certain nombre de sacrifices pour t'appauvrir, pour te priver. De la même manière, nous avons des gens qui ont assez de moyens, qui parfois dans une arrogance pas possible, n'en distribuent pas, n'en donnent pas, ferment la porte. Vous ne pouvez même pas aller les voir. De notre temps, nous avons pratiquement le même âge. Pendant les fêtes de Noël, vous pouvez rentrer chez quelqu'un, taper, aller faire du show, partir. Aujourd'hui, nous avons créé même des zones de sécurité qui nous empêchent d'aller voir nos voisins en face. Ils sont en train de boire du champagne pendant que vous n'avez pas de quoi boire un pompon. C'est cela. Rencontrez chez un nouveau numéro, nous parlons des faits marquants de l'année 2017 qui s'achève bientôt. Maître Atomesan est donc mon invité. Alors, Maître, aujourd'hui, la classe politique, on a vu se configurer d'une nouvelle manière. Nous avons la coalition des 14 partis politiques qui est là. Alors, à votre avis, est-ce que cette coalition, comment voyez-vous son avenir? Est-ce qu'elle peut mener à bien? Je crois que cette coalition est hétéroclite. C'est une conglomération d'intérêts, d'individus qui se sont mis ensemble et de façon circonstancielle. Parce que le 19 août 2017 a créé une nouvelle synergie et par opportunisme, certains ont réintégré la dynamique. Mais je doute de la sincérité de l'ensemble de ces gens parce que je pense, et si je peux me tromper là, je présenterai mes excuses, que au moindre coup de tonnerre, ça peut s'éclater. Ça peut s'éclater. Les vrais opposants vont rester dans leur radicalisme sur lequel on peut également parler parce que nous sommes dans un pays où les radicalismes ne peuvent pas fonctionner puisque nous avons un système qui s'est enraciné par nos faits, par le fait de nos parents, par le fait de nos parents, par le fait de nos grands-pères, de nos grands-frères, et qu'il faut à tout prix chercher les voies et moyens de dialoguer et d'obtenir un certain nombre d'ouvertures et de choses. Donc je pense que la coalition des 14 partis est une coalition qui fonctionne aujourd'hui parce qu'elle a la pression du peuple. Elle a le soutien du peuple
Et surtout, elle a la dynamique créée par le PNP, le Tipi à Tchadam, que personne n'a vu venir. Soit dit en passant, c'est un de mes jeunes collègues à l'université, à la fac de droit. Pendant que nous on terminait, il venait à la fac de droit, quelqu'un que je connais personnellement. Et donc j'admire le parcours et le travail qui a été fait. Je crois qu'il a créé une nouvelle synergie. Mais j'ai peur qu'à force de créer la routine par les marches hebdomadaires, que la machine se roue et que les objectifs que le peuple, les attentes du peuple soient encore une fois trahies. Nul ne peut ignorer aujourd'hui, ne peut refuser aujourd'hui que le peuple a besoin d'obtenir des garanties d'un mieux-être. Tous les Togolais, de quelque camp qui se trouvent, ont besoin d'un mieux-être, d'obtenir le minimum suffisant pour bien vivre. Et c'est les premières attentes. C'est parce que cela a manqué que les gens sortent dans la rue. Oui. C'est ce que cela manque et à un moment donné, les jeunes se sont dit, mais écoute, nous n'avons plus d'autres moyens. On nous ferme les portes de l'Europe. Nous ne pouvons plus partir en Europe. Nous n'avons pas sur le terrain, sur le marché du travail à faire, un emploi décent qui nous permet de vivre. Nous sommes obligés de bricoler. Nous avons en face des frères, des grands frères qui ne nous écoutent pas, qui refusent parfois de nous recevoir. Il m'arrive qu'un frère vienne me voir, que je lui dise que tu n'as pas pris rendez-vous parce que tu es en train de perturber mon agenda. Ça suffit de créer chez ce jeune homme une frustration et de dire, mais voilà, il fait partie de la classe qui nous dirige. Et donc, ces frustrations, tout cela, et je crois que si la coalition des 14 partis ne prend pas la mesure des attentes du peuple, qui sont certes je crois que les considérations politiques ont pris le pas sur les considérations somatiques, les considérations socio-économiques. C'est parce que les problèmes socio-économiques ne sont pas réglés que les révélations politiques ont pris le pas. Parce qu'on considère que c'est ceux qui sont là qui ne nous rendent pas heureux, qui ne nous facilitent pas la vie, qu'ils partent. S'ils rendaient les gens heureux, s'ils leur donnaient à manger, s'ils avaient du travail, si les ressources... Donc la justice sociale... Oui, nous sommes dans un système d'injustice sociale. Si les ressources du pays servaient réellement aux citoyens et que les étrangers n'avaient pas plus de droits chez nous, n'avaient plus d'autorité chez nous, parce que vous pouvez avoir une affaire avec un étranger, peut vous dire, vous êtes dans votre pays, mais je peux vous faire arrêter, vous allez perdre votre procès. Quand vous écoutez ça, vous avez l'impression que vous êtes dans un autre monde. Je ne veux pas comprendre la xénophobie. Le Togo est un pays d'ouverture, un pays d'accueil, mais il y a quand même un minimum de respect. Prenez par exemple la question de la terre. Pour acheter un terrain dans notre pays, il faut une autorisation présidentielle ou à tout le moins du Premier ministre. Mais si vous imaginez combien de terrains sont achetés par des étrangers, je ne veux pas donner leur nom. Par notre complicité parfois, nous les avocats, nous les notaires, par notre complicité. Et c'est des terrains que les Togolais sont obligés de brader pour pouvoir vivre. Dans 10 ans, nous aurons besoin de ces terrains-là pour cultiver nos terres. On est en train d'acheter des hectares dans les villages de notre pays, alors que nous avons besoin de ces terrains-là pour développer l'agriculture, pour développer l'agroalimentaire qui est un métier d'avenir pour nos populations. Donc, quand je reviens à votre question, la coalition de 14 partis est dans une synergie qui a été créée, une dynamique qui a été créée par les événements du 19 août 2017, mais cette énergie risque de s'éteindre si rapidement on ne trouve pas des stratégies appropriées pour que le pouvoir et l'opposition se mettent s'asseyent pour faire les vraies réformes, pas du saupoudrage. Oui, mais puisqu'en temps, certains avaient pensé que le PNP pouvait évoluer seul, sans forcément travailler avec les autres formations politiques. Qui? Le PNP. On avait pensé qu'il pouvait... Est-ce que c'est possible? Non, en fait, dans la configuration actuelle de notre pays, je l'ai dit tout à l'heure, une seule force politique ne peut pas diriger ce pays. C'est ça. C'était le leur pour
Unir, qui a signé un accord avec l'UFC, mais qui n'a pas été respecté. Parce que Maître Jovi Gali m'a dit que, en fait, cet accord était pour le partage du pouvoir. Des postes ministériels, des postes de direction, des postes d'ambassade, un certain nombre de postes de sociétés d'État. Ça n'a jamais été respecté. À partir du moment où vous signez des accords, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi. Ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi. Lorsqu'il manque de bonne foi dans ces conventions, eh bien, il y a rupture. Vous avez vu que l'un des signataires de cet accord bilatéral est sorti de son bois et a fait une déclaration. C'est l'un des événements aussi, parce que Gilles Christ Olympio qui sort de la vie politique, c'est quand même marquant comme fait de l'année. Alors, autre préoccupation, alors les marches, en semaine, vous avez fait allusion, au total une vingtaine, plus d'une vingtaine déjà, et à l'heure où nous émettons, eh bien, sûrement qu'ils se préparent à aller encore dans la rue. Est-ce la bonne stratégie? Est-ce la bonne solution? Vous savez, dans notre pays, il faut faire attention de dire un certain nombre de choses pour ne pas s'attirer la foudre des ayatollahs des deux parties, des deux côtés. Je suis mal placé pour dire que les marches ne sont pas bonnes ou sont bonnes. Parce que si je dis qu'elles sont bonnes, les gens de l'UNI vont me jeter la pierre. Si je dis qu'elles sont mauvaises, les gens de l'opposition vont me jeter la pierre. Mais ils sont suffisamment grands pour savoir les effets collatéraux de ces marches. Lorsque nous prenons la période de la fête, des fêtes de fin d'année, qui sont une occasion pour toutes les personnes, tous les citoyens. Est-ce que les Togolais ont le cœur à la fête, l'esprit à la fête, maître? Oui, on n'a pas le cœur ou l'esprit à la fête, mais à un moment donné, on peut se poser, remercier son Dieu d'avoir traversé 2017 et de rentrer en 2018 et formuler des vœux. C'est ça. Et cela, au-dessus d'une bouteille de Fanta, d'une bouteille de bière. Vous imaginez que certains n'ont pas cette bouteille de bière. Naturellement, oui, bien sûr. Parce que leurs affaires n'ont pas pu marcher. Pendant 3 jours, à Décon, ils n'ont pas pu ouvrir leur boutique. Personne n'est venu acheter. Les banques ne sont pas outillées pour faire un certain nombre de crédits dans des situations pareilles. Pendant ce temps, les crédits qui ont été déjà octroyés doivent être remboursés. Donc je crois qu'il faut que nous ayons assez de recul pour étudier un certain nombre de choses. Les marches ont eu leur effet. Moi, j'étais souvent à l'étranger. J'ai compris que ça a donné un certain nombre de résultats. Mais l'abus, l'excès de toutes choses peut nuire, peut fatiguer. Je n'ai pas de conseil à donner à ceux qui appellent à ces marches, mais je pense qu'il faut trouver le juste milieu. On aurait pu faire l'économie de la marche de cette semaine. Une trêve et reprendre la semaine prochaine après les fêtes. Et peut-être même, comme dans l'autre cas, on distribue des enveloppes, distribuer des vivres à certaines personnes qui en ont besoin. Ça peut rassurer les gens parce que de l'autre côté, on distribue des enveloppes. Les gens vont marcher parce qu'on va leur distribuer des enveloppes. On nous dit qu'en face, ils y vont sans recevoir des choses. Mais je pense qu'on aurait pu faire la trêve pour cette semaine. Ça nous aurait permis d'aller facilement négocier un certain nombre de crédits pour faire face à nos dépenses. Je vous dis que d'habitude, mon cabinet est plein de cadeaux de mes clients, mais je n'en ai pas eu aujourd'hui. Parce que mes clients m'ont dit qu'ils n'ont pas pu travailler. Bon, je prends mon cas. Et d'autres vont prendre également leur cas. De mon côté, moi aussi, je fais des cadeaux aux gens, aux amis, aux frères. Je leur offre à boire, je leur offre un certain nombre. Je n'ai pas pu le faire parce que je n'ai pas pu avoir des moyens pour le faire. À cause des mais je ne dis pas que c'est à cause des manifestations. Mais j'estime que qu'on fasse le tour, quoi qu'on dise, on dira. La Libye qui est trouvée par ceux qui ne veulent pas nous donner, c'est de dire qu'il y a des manifestations. C'est ça. Ceux qui ne m'ont pas donné m'ont dit, mais c'est vous-même qui marchez dans le pays, on n'a pas pu trouver de l'argent. Voilà, ça a déjà un effet. Un effet, c'est ça. Négatif. Oui, oui. Alors, Maître Thomas, parallèlement, il y a les négociations qui sont annoncées et on pose des conditions, on pose des problèmes des médiateurs. Alors, sincèrement, s'il y a encore dialogue, avez-vous confiance, avez-vous foi
à ce dialogue? Vous savez, nous avons raté le coach dans ce pays en ne mettant pas en application la totalité du contenu de l'APG. La deuxième chance que nous avons eue, c'est les recommandations de la CVJR sur les questions des réformes et de la lutte contre l'ethnicisme, le clanisme, que nous n'avons pas mis en application. Je fais partie de la plateforme de la société civile pour la mise en œuvre des recommandations de la CVJR. Nous avons réellement raté le coche à ce niveau parce que s'il y avait eu une volonté politique et une bonne foi sur ces deux questions, je crois que nous aurons... De la part du système, bien sûr. De la part du système, parce que quand on signe un accord, c'est le pouvoir en place qui doit lui donner l'impulsion nécessaire pour sa mise en œuvre. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que l'APG a été signée dans des conditions qui rappelaient un contexte, le contexte dans lequel le chef de l'État est venu au pouvoir en 2005. L'APG a été signée en 2006 pour apaiser, pour décrisper la situation. Oui. On aurait pu rentrer dans cette logique pour mettre en place les institutions et faire les réformes. Je crois que si en 2006, on avait fait la question de la limitation de mandat, des élections à 2 tours et même de l'élection de la diaspora, on aurait pu gagner 10 ans. On n'en serait pas ici. Si avant, les opposants qui posaient la condition de réforme politique et constitutionnelle avant d'aller aux élections, n'y étaient pas allés, ça n'aurait pas conforté le pouvoir. Donc, tout le monde est coupable de part et d'autre. Après, c'est le pouvoir lui-même qui a mis en place la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Le processus auquel nous avons participé, moi je suis membre de la Commission nationale des droits de l'homme. Vous voyez ce qu'est devenu par exemple la Commission nationale des droits de l'homme? Depuis son dernier rapport sur les questions de torture, cette commission est devenue l'homme d'elle-même. On fonctionne plus comme le pays, le peuple voudrait qu'on fonctionne, souhaiterait qu'on fonctionne, parce que nous avons perdu un tant soit peu la confiance du peuple. Même les gens ne savent plus que, ne savent pas que pourtant nous travaillons, que nous faisons un certain nombre de choses. Mais puisque nous avons perdu la confiance du peuple, le peuple ne nous regarde même plus. Donc, ces observations faites, est-ce que le dialogue qui est annoncé prendra des décisions qui seront contraires ou qui iront plus loin que celles qui ont été recommandées par l'APG et la CVJR? C'est ça. D'abord, c'est la question, quel sera le contenu de cette discussion? Dont on n'a pas encore discuté. Voilà. Oui. Quel sera le contenu? Quel sera l'agenda? Je crois que les préalables qui sont posés, les conditions que l'opposition sont posées sont normales. Mais c'est des enchères. On peut les revoir à la baisse pour permettre aux gens de s'asseoir. Il me souvient que l'APG a été signée sous l'égide du président du Faso d'alors, M. Blaise Compaoré, qui a eu sa fortune après. Ça n'a pas quand même suffi pour qu'on ne l'applique pas dans sa totalité. On cherche maintenant un médiateur. Est-ce que ce médiateur fera plus que ce que le président du Faso avait fait? Est-ce que la présence de ce médiateur seul suffira pour que les décisions qui ont été prises, les accords, les conventions qui ont été conclues seront appliquées à la lettre? En fait, M. Wilson, nous sommes en face des hommes qui doivent taire un certain nombre d'intérêts individuels. Mettre l'intérêt du pays, l'intérêt du Togo, au-dessus des intérêts individuels, des calculs individuels, pour dire, mettons fin à la souffrance du peuple. Ça. Nous sommes de la génération, vous et moi, 90. Nous sommes sortis de l'université en 89-90. Ça fait quand même bientôt une trentaine d'années que nous sommes sur le terrain. Nous tirons les diables à la queue. Nous avons du mal à vivre. Moi, peut-être, je suis dans une profession où par moment, on a un certain nombre. Mais vous, des gens qui sont dans la fonction publique, des gens qui sont dans des vacataires, des gens qui sont des contractuels, ils sont en train de sacrifier des enseignants volontaires. Ils sont en train de sacrifier. J'ai une nièce qui est enseignant volontaire, qui gagne 10 000 francs par mois en enseignant dans une école publique. Comment on peut gagner 10 000 francs
en enseignant dans une école. On va vivre 10 000 francs, on va vivre avec 10 000 francs dans un pays. Pourquoi? Donc je crois qu'il faut qu'on considère les souffrances là, mises ensemble. Parce que dans nos familles, même si nous sommes riches, dans nos familles, il y a des gens qui souffrent. Oui, absolument. Il y a des gens qui sont pauvres. Il y a des gens qui sont malades, qui n'arrivent pas à se faire soigner. Même si vous avez les moyens d'aller vous faire soigner en Europe, quand la maladie vous prend sur place et vous n'avez pas un avion médicalisé pour qu'on vous amène vous soigner, si vous faites un AVC au Togo, vous êtes parti. Donc, il y a ces souffrances-là, il y a ces difficultés qui exacerbent les frustrations qui font que les gens ne sont pas contents et qui ferment les yeux sur ce que le chef de l'État ou le gouvernement font quand même de bien. Parce que la majorité est en train de souffrir, on ne veut même pas voir ce qu'ils font de bien. C'est ça. Donc le dialogue doit pouvoir poser un certain nombre de problèmes. Reprendre les recommandations de la CVJR, les analyser, voir ce qui a été fait. Ce n'est pas du saupoudrage, comme nous sommes en train de le vivre, mais voir ce qui a été fait. Et poser les règles d'une réforme, qui ne soient pas des règles personnalisées, qui ne soient pas des livres de Procuste, dressés pour des individus, ou contre des individus, sur des calculs individuels, mais des lois, des tests qui sont faits et qui peuvent être vécus et appliqués et applicables à tout citoyen qui veut être candidat à la députation, à la présidentielle ou au municipal. C'est ça. C'est le travail qu'il faut faire. Alors, c'est le travail qu'il faut faire, finalement. Comment vous voyez cela? Est-ce que, avec plus d'espoir, peut-être une réflexion dans les perspectives d'avenir pour 2018? Parce que, est-ce qu'on va continuer par vivre les mêmes événements? Non, je pense que quel serait votre schéma? Il faut rapidement sortir de cette situation de léthargie qui ne nous arrange pas, qui nous expose. Chaque fois que vous ouvrez votre télévision, sur France 24 ou TV5, on parle toujours du Togo. Pendant longtemps, nous avons disparu de l'actualité. On parle du Togo, vous allez sur les sites, les Togolais s'insultent, se chamaillent. J'ai lu la dernière fois sur les réseaux sociaux, Candice Adjaré a fait une interview, les gens l'ont traité de macaque, d'autres des insultes qui n'ont pas... Les Togolais sont devenus méchants les uns envers les autres. Or, nous sommes un peuple de paix. Aujourd'hui, le Togolais peut te tailler un costume, peut te créer... Nous sommes dans un système de besace. Vous connaissez cette citation? La besace où tous les défauts que les gens fabriquent, ils te le mettent devant et ils mettent le leur derrière. Nous sommes dans un pays où les gens se regardent en chair de faïence. Le client chez qui j'allais, qui me recevait très bien, quand je vais maintenant, il peut me conseiller, il peut chercher à savoir si je suis de l'opposition. Et si pas, me garde, tu mets le drapeau du Togo sur ton système WhatsApp, tu es vite catalogué, sur ton profil WhatsApp, on dit, ah oui, ça c'est de l'opposition, alors qu'un citoyen peut mettre le drapeau togolais. Les Américains mettent leur drapeau en avant. C'est la preuve d'une citoyenneté. Mais puisque ça a été un moment le mot d'ordre, si vous avez l'erreur de mettre ça, eh bien, celui qui est en face, les gens se regardent en chaîne de faïence. Et notre cercle, justement, de méfiance. Notre cercle, justement, c'est de réunir toutes ces opinions politiques et de recueillir un certain nombre d'avis pour voir comment nous pouvons mettre les idées ensemble pour avancer. Parce que notre pays ne peut pas rester dans cette situation. Comme vous l'avez dit, nous sommes un îlot, nous sommes une curiosité dans la sous-région. Vous voyez ce qui s'est passé au Libéria, au Ghana, au Bénin, au Nigeria. Nous sommes en train de devenir une curiosité. Même la Gambie, qui était notre compagnon de route, a fait la mue démocratique qu'on voulait. Pourquoi nous ne pouvons pas avancer? Il suffit que les hommes le veuillent. Très bien. Merci, médecin, de faire une belle transition, d'aller sur le continent africain avec quelques événements phares que vous avez cités, par exemple, en Gambie, où Yahya Jammeh, après son vote fat, finalement, a quitté le pouvoir. Très belle leçon, n'est-ce pas? Oui, il est parti pas facilement. Et ça, il faut quand même rendre à M. De Souza, qui vient de partir, le président de la commission de la CEDEAO, d'avoir tenu à ce que les résultats des élections en Gambie soient respectés. En cela aussi, il faut rendre hommage au président Macky Sall, qui a tenu. Quand vous voyez, quand la communauté internationale, la communauté africaine ou régionale
comprend par le langage de la démocratie, les choses vont rapidement. Si dans notre pays, une coalition des pays démocratiques se met en place pour accompagner notre processus, pour lui donner toute la sincérité et toute la transparence, les choses iront mieux. C'est pour ça que des gens, notamment les gens de la société civile, demandent à ce qu'il y ait un regard étranger. Parce que nous-mêmes, nous ne nous faisons plus confiance. Il y a une crise de confiance entre les Togolais. Peut-être qu'un œil étranger peut régler ça. En même temps, l'œil étranger, s'il n'est pas suffisamment impartial, il peut encore envenimer la situation. Donc, la Gambie, Yahya Jammeh est parti, il est actuellement en Guinée. Peut-être qu'il est en train de donner des conseils appropriés à Alpha Condé pour qu'il change la constitution. Mais du moins, il est parti. Et la Gambie n'a plus de cette curiosité. On peut partir en Gambie sans peur de parler. En Gambie, dans le temps, les journalistes... Et la curiosité dont on parle, il faut quand même reconnaître que nous avions fait des avancées en matière de la liberté d'expression et un certain nombre de libertés dans notre pays, qu'on le veuille ou non. C'est pourquoi on est ici. C'est pourquoi on est ici. Les droits de la première génération, les droits civils et politiques ont connu une avancée majeure dans notre pays. Il ne faut pas, et ça, il ne faut pas le nier. Les efforts doivent être faits sur les questions des droits économiques et socio-culturels. Le Zimbabwe, Robert Mugabe est parti? Il est parti. Est-ce qu'il est vraiment parti? Robert Mugabe n'est pas parti. C'est la personne qui est partie, mais le système est là. Et malheureusement, ce n'est pas la bonne chose, sauf si celui qui a incarné le système avec lui fait sa mue psychologique et démocratique, se dit, bon, nous avons suffisamment fait du mal à ce pays, le système que j'ai accompagné, le système que j'ai aidé à construire n'a pas servi notre pays, il faut le changer. Vous savez, il y a des gens, il y a des dictateurs qui se muent en démocrate et qui font avancer le pays. Prenons le cas de Kérékou au Bénin. Au Bénin, oui. Il a réussi à faire une mue psychologique et démocratique qui fait du bien au Bénin, ce qui fait que le Bénin est respecté. Le Bénin, on n'avait rien envié au Bénin aujourd'hui, mais ce que nous envions au Bénin, c'est son système de démocratie et d'alternance. Oui, et en Ouganda, Yoweri Museveni a été habile en cherchant un dauphin. Est-ce qu'on peut faire la même chose ici également? Forcément. Je ne veux pas donner des conseils à nos chefs d'État, à qui que ce soit. On peut faire ce que Poutine fait en Russie. Il se retire 5 ans et il revient. En fait, c'est ce que certains analystes voient dans notre cas. Le chef de l'État se représente 2 fois après les réformes, se retire, on cherche un petit lièvre pour quelqu'un qui joue le jeu, et 5 ans après, il revient. C'est pour ça que certains ne continuent pas à exiger que la phrase en aucun cas puisse demeurer. Et c'est également l'une des pommes de discorde. On peut également envisager ça, ça donnera un souffle à ceux qui ne veulent plus le voir pendant 5 ans, et il peut revenir. Et puis, s'il fait bien, je le dis, je continue par dire que si les choses s'amélioraient sur le plan social et sur le plan économique, qui regarderait la personne qui est là souvent? Non. On ne s'en lassera pas si nous apportons. Les Rwandais plébiscitent tout le temps Kagame. Pourtant, Kagame, c'est un dictateur. Moi, j'ai fait le Rwanda. Kagame, c'est la liberté d'expression que nous avons ici, on ne l'a pas au Rwanda. La liberté de la presse qu'on a ici, on ne l'a pas au Rwanda. Mais les Rwandais veulent toujours que Kagame soit là. Tout simplement parce que Kagame fait la prospérité, fait la croissance. La corruption est combattue. Et le développement durable, la protection de l'environnement est une réalité au Rwanda. J'ai plaisir à aller au Rwanda. J'ai du plaisir à aller au Rwanda. J'ai du plaisir à aller au Botswana, qui sont des pays où les gens ne sont pas, les dirigeants ne sont pas forcément des modèles de démocrates comme on en a en France, comme on en a en Grande-Bretagne, mais qui font développer le pays. Lorsque chacun a le minimum vital, a une voiture pour faire ses plaisirs, elle peut aller en vacances. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller en vacances toute leur vie dans notre pays. Pourquoi ça? Alors que l'humanité a combattu pour que le droit au congé soit un acquis pour les travailleurs. Pourquoi ils ne peuvent pas partir en vacances? Pourquoi vous ne pouvez pas quitter Anéro pour aller en vacances à Accra ou à Abidjan? Parce que vous n'avez pas les moyens. Mais oui. À l'international, il y a surtout cette élection. Vous l'avez fait tout à l'heure dans votre introduction, d'Emmanuel Macron, le plus jeune président de la Ve République. Et 6 mois après, c'est à quoi que il ne tient pas. Bon, enfin... Je vous informe que j'ai voté pour lui, puisque j'ai la possibilité de voter. C'est ça. J'ai voté pour lui, parce que je ne voulais pas de Marine Le Pen, et je ne croyais pas
au gauchiste Mélenchon. Et je ne pense pas que 6 mois après, les 6 mois suffisent pour qu'on juge, on évalue. Il a fait une révolution idéologique inimaginable. Réussir à réconcilier une partie de la droite et de la gauche pour faire une fusion, dépasser le centre, pour créer une synergie qui lui permet de prendre le pouvoir et d'imposer ses idées. Vous voyez que le Conseil constitutionnel vient de... Excusez-moi. Le Conseil constitutionnel vient d'adouber sa réforme budgétaire. Vous savez, les peuples ne sont jamais satisfaits. Les peuples sont toujours lunatiques, ils changent toujours. Il suffit qu'une mesure aille contre leur intérêt, ils en font un plat. Je ne suis pas un fan d'Emmanuel Macron, parce que j'aurais voté pour Juppé ou pour un autre, pas, en tout cas pas pour le socialiste, puisque c'est des traites. À quoi? Oh, parce qu'ils ont torpillé le mandat de Hollande. C'est ça. Ces gens, Mais fondeurs. les élections en France nous concernent tant en Afrique. Ça nous concerne parce que nous avons assujetti notre destin à la France. Et c'est à tort. Nous avons assujetti notre souveraineté économique à celle de la France. Qui sont ceux qui exploitent le port autonome de Lomé et le port de Dakar? Ce n'est pas des Togolais. Ce n'est pas une société togolaise, ni une société africaine. C'est parce que nous continuons, et je l'ai dit, j'ai un schéma. Nous avons l'écran à Lomé, mais le clavier se trouve à Paris. C'est ce qu'on tape à C'est bien Paris caricaturé, que vous regardez. Donc vous ne pouvez pas, tant que nous n'aurons pas réussi à nous prendre au sérieux nous-mêmes, à considérer que notre bonheur se trouve en Europe, dans les beaux costards, le bleu français, comme je l'ai décrit tout à l'heure, je vous l'ai décrit, et que nous n'aurons pas conquis notre identité. Parce qu'il est temps que nous arrivions à prendre en main notre identité. Parce que nous avons beaucoup de ressources. L'Afrique reçoit beaucoup de ressources qui sont encore là. Les autres sont en train de finir les leurs. L'Europe arrive à une phase de saturation. L'Europe sera obligée de revenir à un certain nombre de pratiques africaines. Les Japonais ont gardé leur identité. Les Chinois ont gardé leur identité. Ils tiennent plus aux Européens. Nous renonçons à notre identité. Est-ce que vous pensez que moi je peux venir sur ce plateau en tenue de vaudou d'Anéron? Le pasteur qui vient de quitter votre plateau va commencer par crier que je suis un homme du diable. Alors que le Japonais, quand vous voulez le recevoir sur ce plateau, il sera dans sa tenue japonaise. Le Chinois, vous le recevez dans sa tenue chinoise. L'Arabe, vous allez le recevoir avec son nom. Mais nous, il faut être costard. C'est déjà l'image de l'asservissement de nous-mêmes. Volontaire. Volontaire. Donc c'est pour ça que les élections en France nous ont intéressés. Parce qu'il faut savoir celui qui est là. Est-ce qu'il va perpétuer la France-Afrique? Il va perpétuer à garder le giron français, le précaré, pour continuer par exploiter nos ressources. Le Niger a de l'uranium et du pétrole, mais le Niger est le pays le plus pauvre au monde. Le Libéria a du fer, du diamant. Moi, je fréquente maintenant, je vais souvent en Centrafrique. La Centrafrique, il y a du diamant. Le malheur de la Centrafrique, c'est parce que la Centrafrique a du diamant, de l'or et du pétrole. Que les Centrafricains eux-mêmes n'exploitent pas. Ce discours, ça fait peur à nos maîtres. Vous avez vu les misères qu'on fait à Nouboupor. Vous voyez les misères qu'on fait au professeur Nouboupor. Je ne suis pas l'adepte de sa démarche pour le franc CFA parce que je nuance un peu. Je ne suis pas économiste. Mais je trouve que tant qu'on n'aura pas assis les structures démocratiques dans nos pays, nous ne pouvons pas frapper une monnaie.
on ne va pas réussir. Il y a encore du On va créer de l'inflation. Des gens vont mettre d'autres monnaies, vont s'enrichir. Et tout ça, ça va créer d'autres situations. Nous-mêmes, nous ne créons pas les structures nécessaires pour créer notre souveraineté. Nous n'avons pas notre souveraineté politique, on n'a pas notre souveraineté économique. Parce que lorsque vous voulez attribuer un marché et que quelqu'un est à Paris a soumissionné, alors que d'autres sont à Côte d'Ivoire ou au Niger qui ont soumissionné, mais vous regardez d'abord l'offre de Paris, l'offre de Londres, nous n'avons pas notre souveraineté. Et c'est le travail qu'il faut faire. C'est le challenge qu'il faut relever pour l'Afrique. Les gens décrètent la croissance pour l'Afrique. Mais les Africains eux-mêmes ne savent pas qu'ils constituent un pôle de croissance. Parce qu'ils n'ont même pas l'électricité dans leur village. On leur envoie de la téléphonie tous les jours. Quand vous voyez à Décom, vous allez à Décom, vous voyez de la téléphonie, mais vous ne voyez pas de batterie, d'une batterie de l'énergie solaire. À Décom, on aurait pu nous envoyer de la batterie de l'énergie solaire qu'on met dans nos villages, à vil prix. Mais on nous envoie de la téléphonie. Ma nièce, sur le pic d'Agou, descend tous les vendredis à Agou pour charger son téléphone. Nous avons besoin de créer l'énergie, nous avons les conditions de cette énergie. Pourquoi nous ne travaillons pas? Nous avons des scientifiques. Pourquoi nous ne travaillons pas à avoir cette énergie au lieu de courir derrière les gadgets? Très bien. Alors, très rapidement, cette émission tire à sa fin. Maître, l'élection de Ouéa, c'est cette semaine. Ça fait au moins une fierté pour le continent africain. Une fierté, oui. Je suis d'avis que Ouéa soit arrivé au pouvoir. Ça aurait été un autre, on aurait également applaudi parce que c'est une question de l'alternance. Le débat aujourd'hui, c'est le débat en termes d'alternance. Moi, je suis pour le changement du personnel politique dans nos pays. Parce que nous avons une nouvelle génération, des gens qui pensent autrement. Si on leur donne les moyens de diriger le pays ou d'être aux affaires, ils peuvent appliquer une nouvelle pensée politique à la gestion du pays. Ouéa a fait la plus grande partie de sa vie en Europe. Il a vécu à Paris, il a vécu en Italie, il a séjourné aux États-Unis. Il a le défaut de n'avoir pas fait des études universitaires, mais ça ne compte pas. Il y en a beaucoup de dirigeants, de bons dirigeants d'ailleurs. Ronald Reagan n'a pas fait de diplôme universitaire, mais il a été un des mêmes présidents des États-Unis. Oui. Et je crois que je le souhaite également pour Ouéa, pour qui j'ai une admiration personnelle étant un fan du foot. Oui, sportif. Oui, étant un fan du foot, donc j'ai une admiration personnelle pour Ouéa et je suis content qu'il soit arrivé au pouvoir au Libéria. Maintenant, il faut que les forces étrangères lui laissent la main libre parce que lorsque Ouéa va vouloir nationaliser ou s'approprier les circuits de passation de marché sur le fer, sur le cuivre, sur le diamant, les lobbies vont se lever. Vous savez, les forces qui dirigent le monde échappent à l'Afrique. Nous ne rentrons pas dans ce cercle. Lorsque vous voulez rentrer dans ce cercle, on voit, les pasteurs ont créé que vous êtes dans les sectes, c'est vous qui faites ci, c'est vous. Or, il faut maîtriser un certain nombre de circuits, de réseaux, et rentrer dans ces réseaux-là pour savoir, parce que ce sont ces réseaux financiers, ces réseaux économiques, ces réseaux spirituels, psychologiques, qui dirigent le monde et qui sont en Occident. Si vous ne rentrez pas dans ces réseaux, vous ne connaissez pas leur fonctionnement, vous ne pouvez pas aller avec eux. Pendant que nous sommes là en train de lire la Bible, de crier à tue-tête, de dire que Jésus arrive, eux, ils ont déjà renvoyé Jésus, mais ils sont en train de piller le monde, de s'approprier. Les 400 milliardaires que nous avons dans le monde, il y a à peine 3 ou 4 qui viennent d'Afrique. Les autres viennent de l'Europe, mais ils commencent par venir en Afrique. Vous voyez, les Chinois, ils achètent des terres en Éthiopie, en Ouganda, partout dans le monde. Parce qu'ils savent que l'Afrique, c'est le pôle de... Nous-mêmes, nous ne sommes pas encore conscients de ça. Nous restons là, nous nous contentons de notre sorabi, de danser, de faire ce qui n'est pas nécessaire pour notre développement. Nous renonçons à notre identité. Parce que les Européens ont envoyé la Bible, l'Occident a envoyé la Bible, nous a laissé la Bible parce qu'eux-mêmes, ils n'utilisent plus la Bible. Nous nous en sommes appropriés de la Bible. Je ne refuse pas qu'on lise la Bible. C'est une source d'enrichissement moral et spirituel. Vous êtes un croyant, et à ce que je suis un croyant, je vais à l'église tous les matins. Oui. Je vais à l'église chez les sœurs de la perpétuelle adoration tous les matins. Je ne vais pas forcément parce que je m'accroche à la Bible. Je veux m'accrocher à une transcendance, à une force que je considère qui n'est pas en moi. Je veux me ressourcer de cela. C'est une
une nourriture spirituelle et morale que je me donne. Mais je ne prends pas les paroles de la Bible. Je ne pense pas que c'est les œuvres de Jésus qui vont libérer mon peuple ou l'Afrique. C'est nous-mêmes qui devons travailler pour libérer. D'ailleurs, il dit, porte ton fardeau, Dieu t'aidera à le mettre sur ta tête. C'est le travail que nous devons faire. Merci beaucoup, Maître Thomasin. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Lomé, inscrit donc à la CPI. C'est avec vous que nous avons réfléchi sur CFM à Caen de 2018. Un vœu, un souhait, nous sommes en fin d'année. Que dire rapidement? Oui, merci. Je voudrais d'abord souhaiter à l'ensemble du peuple togolais de retrouver sa sérénité, son esprit de quiétude et de fraternité, d'amour, d'hospitalité, que les ADN de division, d'envie et de jalousie qui ont été inoculés par les événements, par les situations, les circonstances que nous vivons aujourd'hui puissent disparaître et que le peuple togolais retrouve ce réflexe unitaire, identitaire qui lui permette de surmonter la situation actuelle. Je souhaite également bonne santé, beaucoup de courage, de prospérité à nos dirigeants et à la classe politique tout entière et implore la sagesse divine pour qu'elle intervienne dans le débat politique pour que 2018 soit l'année du renouveau démocratique, du renouveau économique de notre pays, pour que nous cessions d'être ce que vous avez appelé le curieux îlot de notre sous-région. Je demande pour vous, pour votre famille, votre directeur et l'ensemble du personnel de RTDS, bonne santé, prospérité, beaucoup de courage. Je sais que vous faites un métier qui n'est pas facile et qui n'est pas bien regardé dans notre pays parce que quoi qu'on dise, un mot mal dit, une phrase mal prononcée peut vous attirer la fraude de ceux qui n'aiment pas la liberté. Je souhaite que vous ayez ce courage-là et pour tous, bonne et heureuse année. Merci, Maître. Nous en souhaitons de même nouveau réciproque. Merci à mes téléspectateurs et nous profitons pour remercier tous ces hommes et femmes qui sont passés sur ce plateau dans Rencontre et Échange pour découvrir l'actualité. À vous tous, mesdames et messieurs, bonne et heureuse année et qu'on se retrouve en forme l'année prochaine. Au revoir et à très bientôt.